Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, la communauté musulmane célèbre demain l'Aïd el-Kébi ou encore la Tabaski, une des fêtes les plus emblématiques de la foi islamique. À Cotonou, les marchés à bétail s'animent déjà. Constat dans ce journal. Dans quelques jours, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle se confronteront à leur avenir le mardi prochain. L'heure est aux révisions. Nous avons fait une immersion dans quelques établissements de commun. Plus de précisions dans un instant. Au cœur de l'actualité internationale en Côte d'Ivoire, 4 figures de la politique ivoirienne, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goûté et Guillaume Soro ont été définitivement exclus de la liste électorale. Aucun d'entre eux ne pourra se présenter à l'élection présidentielle du 25 octobre. À nouveau bonsoir. Au Bénin, la communauté musulmane va célébrer le vendredi 6 juin 2025 la fête de la Tabaski appelée Aïd el-Kébi. C'est une fête musulmane importante en commémoration du sacrifice du mouton. Une équipe de la rédaction de Speedline TV a sillonné quelques points de vente de moutons à Cotonou pour faire le constat de l'affluence. Suivons le reportage. Nous sommes à la veille de l'Aïd el-Kébir, également connu sous le nom de Tabaski ou fête de mouton. Les préparatifs battent le plein sur les marchés à bétail. Ici au marché de Zongo, les acheteurs affluent tous à la recherche de l'animal à sacrifier pour se conformer à ce pilier de l'islam. Ici, depuis le matin. Ici, j'ai fait la prière de 14 ans. Et jusqu'à ce moment-là, on a encore déjà. Les moutons sont très chers. Et on a droit pour faire le sacrifice. C'est plus cher. Les moutons qu'on a l'habitude de prendre à 120, 150 dans les autres années. Cette année, on devait 350, on devait 150. Comme notre gouvernement aime ces populations, donc quand on subventionne un peu, ça la procure un peu de soulagement. Pas cher ou pas cher, Cependant, un contraste se dégage. Bien que l'offre soit abondante, les clients semblent moins nombreux. Il n'y a pas de clients. Il n'y a pas l'argent. Ça fait bien. Il va le prix. Quand tu dis amène l'argent, il va revenir. Donc, on essaie de faire avec. Tu ne peux pas venir ici, penser à se casser, parce que déjà le transport. 5 000 francs. Une chose que l'homme fait comme du commerce, des bénéfices. On n'a qu'à sortir. On n'est pas cher. On n'est pas cher. Fête la plus importante de l'islam, l'Aïd el-Kébi se tient au lendemain du grand rassemblement des pèlerins à la Mecque sur le mont Arafat. Elle marque la fin du Hajj et commémore la soumission du prophète Ibrahim à Dieu. Le rendez-vous est donc pris pour le vendredi 6 juin 2025 pour la célébration à proprement parler. Parlons éducation à présent, encore quelques jours, et les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2025, seront face à leur destin bien avant la date fatidique du mardi 10 juin. Nos collègues de l'antenne régionale Monokoufo ont effectué des incursions dans quelques établissements de commun pour recueillir l'état d'âme des candidats, de même que l'ambiance qui prévaut. Suivons. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025, est là. Dans les collèges sillonnés à Commun, la portée de l'enjeu est perceptible et l'on peaufine les réglages au cours des séances de travaux dirigés qui amorcent leur dernier tournant. Nous sommes en train de faire un TD en français, précisément en lecture, pour les dernières retouches sur les trucs qu'on n'a pas compris. Nous suivons correctement les professeurs, nous nous exerçons et à la maison, nous reprenons les épreuves sans regarder le corrigé pour regarder si nous avons vraiment compris. Avec l'accompagnement des membres de l'administration, avec la répétition des séances de TD, ça va. Même les derniers que nous avons remarqués parmi eux, nous les avons déjà
entraînés et puis ils se sont déjà mis au pas. Les zones d'ombre ainsi que les notions non assimilées par les apprenants durant l'exécution du programme en vigueur sont reprises, ce qui remet les candidats en confiance. Après chaque révision, on arrive à poser des questions, ce qui n'arrive pas à assimiler jusque-là de nous dire un peu et on essaie de revoir encore ce qui a été dit. Par rapport à cette séance, j'ai un peu gardé, surtout au niveau des structures, parce qu'avant, je ne comprenais pas certaines structures. Passive voice, repartive speech, j'essaie de comprendre ça aujourd'hui. En dehors de ces séances de révision, chaque candidat a élaboré sa feuille de route qui lui sert de boussole pour une préparation judicieuse de l'échéance. J'ai aussi des profs d'études qui m'aident à la maison et aussi moi-même j'étudie. Je me lève très tôt le matin, j'étudie, arrivé à la maison après le déjeuner, je travaille aussi. Je relis les corrections des devoirs, des TD, parce qu'à l'heure là, on ne bûche plus. Donc je relis, je fais les dernières lectures. J'ai des difficultés un peu en histoire. Bon, maintenant j'ai des documents qui ont des structures et puis je lis pour un peu avoir un peu plus d'idées sur le cours. Je suis rassurant parce que je sais que là-bas je peux donner le meilleur de moi-même. Visiblement, tout semble aller au mieux, même si le stress s'invite par moments. Je suis prête juste, j'ai un peu peur, mais avec l'assurance de mes parents, ça va. Moi, je me sens un peu stressée parce qu'arriver là-bas, on ne veut pas se voir ensemble quand on était en classe. On va rester seul là-bas dans une seule classe. C'est pourquoi je me sens un peu stressée. Pour le stress, je pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter parce que c'est des enfants. Ils peuvent quand même surmonter ces stress à travers leurs activités de recherche, à travers leurs relations avec leur groupe de travail. En ces périodes, l'apport des géniteurs constitue un levier de poids. Les parents vont essayer de savoir comment parler à leurs enfants et ne pas les stresser parce qu'actuellement, ils ont des défis à relever. C'est la patience et la tempérance. Contrôler leur alimentation, ça fait 1. Contrôler leurs sorties, ça fait 2. Contrôler les heures de sommeil. À la veille, je demande régulièrement comment tu te sens. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tout le temps, il me rassure. Ça ne sert à rien aux parents de mettre la pression aux enfants. Ah, si tu ne réussis pas, ah, les menaces, tout ça, ça agit psychologiquement sur les enfants. Et ils veulent tellement bien faire que des fois, ils passent à côté carrément. De l'avis des responsables d'établissement, ce n'est plus le moment de passer des nuits blanches ni de chercher à ingurgiter les notions. C'est de revoir déjà les exercices et les derniers TD déjà. Éviter de durer dans la veille, c'est-à-dire passer tout le temps à veiller et à se coucher tardivement, non. On les a déjà prodigué assez de conseils, c'est-à-dire un peu d'effort, un peu de repos. Je donnerai l'exemple de mon garçon qui passait le bac. En partant le matin, je lui dis, écoute, devant chaque épreuve, prie. Et le jour de l'épreuve de philo, mon enfant devant l'épreuve, il ne comprenait rien. Il a lu, il a relu, il n'a rien compris. À un moment, il a baissé la tête, il a dit, glorieux Saint-Esprit, éclaire-moi. C'est quand il a fini cette prière-là, il s'est relevé, qu'il a compris le test. Donc, c'est pour dire qu'aux parents, accompagnons aussi nos enfants spirituellement. Rendez-vous est pris pour le mardi 10 juin 2025, date à laquelle démarre la phase écrite de cet examen sur toute l'étendue du territoire national. Et dans le reste de l'actualité, la mission d'Ouscamp en séjour à Koma, dans le cadre d'une visite de coopération, évolue progressivement dans son programme élaboré à cet effet. Le jeudi dernier, les femmes de l'association Godwin de Koma et les bénéficiaires des actions sociales de l'ONG Maison de l'Enfance et de la Jeunesse étaient à l'honneur.
Un périple riche en découvertes fructueuses avec en ligne de mire une perspective florissante. Le reportage. Dans l'antre du siège de l'association des femmes vertueuses, Godwin de Comé, ça discute avec des compagnons au développement de la commune, venus découvrir cette association animée par des femmes. Elles conçoivent beaucoup d'œuvres manuelles et fabriquent également des savons liquides et bien d'autres produits utiles à la consommation. C'est la transformation de maïs qui se représente comme ça. Oui. Les enfants en prennent, et les adultes également. Depuis leur présence dans la cité de Ouachi, Else, la première adjointe au maire de la ville d'Oscamp, et les siens se sont dotés d'un agenda chargé. Leur mission, explorer la deuxième grande ville du département du Mono, ainsi que les activités qui s'y mènent. In fine, il s'agira pour eux d'interagir avec la commune de Comé sur des questions relevant du domaine de la gouvernance locale, l'agriculture et surtout le bien-être social des communautés à la base. À l'orphelinat Bethel House, leur présence dans les locaux de la structure est synonyme de joie. Nous avons des enfants orphelins de père ou de mère parmi nous. Nous avons des enfants en situation parmi nous. Nous avons des enfants abandonnés. Ce jour-là, la pluie qui s'est abattue sur Comé et environ n'a pas émoussé leur détermination. Du dortoir en passant par l'infirmerie, rien ne leur a échappé. Ils ont passé en revue les différentes pièces de la maison, heureux d'avoir partagé des moments inoubliables avec ces âmes innocentes. Dans cet atelier de coiffure, la délégation d'Oscamp s'imprègne des réalités. Ce jeune homme que voici est le patron des lieux. Il a ouvert cet atelier grâce à Mèche Bénin, une ONG de la place. Tout comme lui, ils sont nombreux à avoir bénéficié des actions de cette ONG qui opère dans le social. À Comé comme à Akodeha, on retrouve les bénéficiaires dans des ateliers de couture, de coiffure, de menuiserie, où ils suivent des formations qui pourront leur permettre de se frayer un chemin sur le marché de l'emploi. Ces groupements de femmes mènent une gamme élargie d'activités économiques. Il s'agit entre autres de la fabrication des savons, des amuse-gueules, de la transformation du manioc en gari. L'arrivée des Belges ici se justifie puisque l'agriculture est l'un des axes clés de leur coopération avec la ville de Comé. Cerise sur le gâteau, ce souvenir offert aux partenaires par Mèche Bénin, une façon de marquer cette occasion spéciale. Aujourd'hui, nous sommes avec une délégation de la commune de Oscamp qui est en train de visiter les sites de production agricole de la commune de Comé et dans le cadre d'une coopération entre les deux communes. L'optique, c'est d'élaborer un plan d'action du domaine agricole pour cette coopération afin d'aider les acteurs agricoles des deux communes et surtout notre commune Comé. À la ferme Vidawan, qui se trouve dans la ville de Comé, une visite guidée a permis aux invités de découvrir chaque animal dans sa cachette. Des lapins, des porcs, des volailles. À cela vient s'ajouter la production des œufs. Cette enceinte où se produit l'huile de palmiste, une huile végétale extraite des noyaux du fruit du palmier à huile, est l'avant-dernière étape du périple. Nous espérons de ce partenariat le partage d'abord des techniques innovantes que les amis de Oscamp pratiquent chez eux, qui vont pouvoir appuyer nos producteurs pour accroître la rentabilité. Également, nous espérons nous aussi mettre sur le marché de la Belgique nos produits. Dans la soirée, des acteurs sur scène les ont égayés au détour d'un spectacle de théâtre
au centre culturel Fabrique. En interactualité en Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam a bien été radié de la liste électorale définitive. Le nom du président du PDCI n'apparaît pas sur la base de données mise en ligne par la commission électorale indépendante. Celle-ci a donc appliqué la décision de la justice ordonnant la radiation de 7 opposants. Autres opposants absents de la liste électorale, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Le reportage. En Côte d'Ivoire, la liste électorale définitive pour l'élection présidentielle d'octobre prochain a été rendue publique ce mercredi. Sans grande surprise, les principaux leaders de l'opposition en sont absents. Cheikh Tidjane Thiam est le dernier en date à avoir fait face à la rigueur de la justice. L'ancien dirigeant du Crédit Suisse a été exclu de la liste électorale en avril suite à une décision judiciaire qui remet en question sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription. Son parti dénonce une manœuvre du parti au pouvoir visant à l'écarter de la présidentielle. Le président du PDCI-RDA, confronté à plusieurs divisions internes, a saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies afin de contester une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un recours. Outre Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Soro Guillaume, également visés par des décisions de justice, n'ont pas été réintégrés dans le fichier électoral. Il est désormais interdit aux médias congolais de parler de l'ancien président Joseph Kabila, de diffuser ou de commenter les activités de sa formation politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bosambé, l'a annoncé ce mardi. Cette interdiction survient quelques jours après la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila par le Sénat. Suivant. En République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a annoncé une interdiction temporaire de toute couverture médiatique de l'ancien président Joseph Kabila et de son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Cette mesure d'une durée de 90 jours concerne l'ensemble des supports, presse écrite, audiovisuelle et numérique, y compris les réseaux sociaux. Selon le président du CSAC, Christian Bosambé, cette décision vise à préserver l'unité nationale face à des déclarations jugées subversives, notamment lors du récent déplacement de Joseph Kabila à Goma. Ce dernier y a proposé un pacte citoyen dans un contexte de forte tension à l'est du pays, où le PPRD est suspecté de lien avec la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Cette interdiction survient quelques jours après la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila par le Sénat le 22 mai dernier, ouvrant la voie à d'éventuelles poursuites pour crimes de guerre et trahison. Certains juristes et défenseurs des médias dénoncent une atteinte grave à la liberté d'expression dans un climat politique déjà tendu. Au Burundi, après 3 semaines de campagne dominée par le parti CNDD-FDD, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 2005, un peu plus de 6 millions de Burundais sont appelés aux urnes ce jeudi. Ils doivent se présenter dans plusieurs bureaux de vote pour élire leurs députés et leurs conseillers communaux dans un pays en proie à une grave crise socio-économique. Le reportage. Au Burundi, les électeurs sont attendus aux urnes pour le scrutin législatif. Le premier, depuis 2020, date à laquelle le président Evariste Ndayishimiye a pris ses fonctions. Ces élections représentent un test important pour le président. Les résultats symboliseront son leadership dans le pays qui traverse une grave crise socio-économique. Préoccupés par la cherté du coût de la vie ou encore les pénuries de carburant, les Burundais choisiront leurs députés qui siégeront à l'Assemblée nationale, composée de 123 membres. 100 députés seront élus au suffrage direct et les 23 autres seront des membres cooptés. Les électeurs voteront également pour leurs conseillers communaux. L'espoir a toutefois quitté l'esprit de nombreux citoyens après que la candidature d'Agathon Rwasa, l'une des figures de l'opposition, a été invalidée, ainsi que celle de plusieurs députés qui lui sont proches. La mise en œuvre du cadre électoral au Burundi peut être perçue comme complexe, les élections à l'Assemblée nationale utilisant un système de représentation proportionnelle à liste fermée dans lequel les électeurs choisissent des listes de partis plutôt que des candidats individuels. Les sièges parlementaires sont ensuite attribués proportionnellement à la part de voix de chaque parti.
Les États-Unis ont une nouvelle fois empêché le Conseil de sécurité de l'ONU de réclamer un cessez-le-feu et l'accès humanitaire illimité à Gaza, premier veto de la nouvelle administration Trump au moment où le allié israélien fait face à une pression internationale croissante. Suivons. Au Conseil de sécurité de l'ONU, une tentative de mettre fin aux hostilités à Gaza a échoué. Les États-Unis ont une nouvelle fois opposé leur veto à une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et permanent. Mercredi, Washington a justifié son refus par l'absence de conditions préalables à la libération des otages détenus par le Hamas. Les 14 autres membres du Conseil ont voté pour. Soyons clairs, cet échec ne restera pas dans les annales comme une simple procédure. Il restera dans les mémoires comme une complicité, un feu vert à la poursuite de l'anéantissement d'un peuple. Au moment où le monde entier attendait une action, une fois de plus, ce Conseil a été bloqué et empêché par un seul de ses membres de s'acquitter de ses responsabilités. Le texte évoquait une crise humanitaire catastrophique et demandait à Israël de lever les restrictions sur l'aide sans exiger le désarmement du Hamas. Ce veto suscite de vives critiques. Même les alliés traditionnels de Washington comme le Royaume-Uni dénoncent l'expansion militaire israélienne et les restrictions d'aide comme injustifiables. La Chine accuse Israël de violations graves du droit humanitaire. Dans une posture qui rappelle celle de son premier mandat, Donald Trump a décidé d'interdire aux ressortissants de 12 pays d'entrer aux États-Unis afin de protéger le pays de terroristes étrangers et imposer des restrictions contre cet autre État. Malgré cette justification, ces interdictions ne visent pas l'Égypte, pays d'origine de l'accusé de l'attaque. C'est après moi. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé ce mercredi la mise en place d'une nouvelle interdiction d'entrée sur le territoire américain. 12 pays sont concernés, dont l'Afghanistan, l'Iran, la Libye, la Somalie et le Yémen. 7 autres nations, comme Cuba, le Venezuela ou le Laos, feront l'objet de restrictions renforcées. Cette décision s'appuie sur un rapport du département de la sécurité intérieure mettant en cause des taux élevés de dépassement de visas et des carences dans les dispositifs de contrôle et de coopération de certains États. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Trump a lié cette mesure à la récente attaque contre des manifestants à Boulder, dans le Colorado, commise par un ressortissant égyptien, bien que l'Égypte ne figure pas sur la liste des pays concernés. L'inclusion de l'Afghanistan suscite l'indignation, en particulier chez les défenseurs des anciens collaborateurs afghans de l'armée américaine. Trump avait instauré en 2017 un décret similaire surnommé Muslim Ban, qui avait semé le chaos dans les aéroports avant d'être partiellement validé par la Cour suprême. Des ONG comme Oxfam dénoncent aujourd'hui une politique discriminatoire sans fondement réel en matière de sécurité. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.